وقعنا مرغمين كما يقال في مأزق أبغض الحلال. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur Futur TV pour cette nouvelle semaine d'actualité. Voici les titres de ce journal. Michel Sleiman demande la coopération du Hezbollah et de l'ambassade d'Iran au lendemain de la manifestation qui a coûté la vie à Hachem Salman. Plusieurs hommes armés blessés dans une explosion visant leur véhicule sur la route de Tanaïl qui traverse la plaine de la Beka. En Turquie, l'épreuve de force continue entre le Premier ministre et les manifestants qui réclament sa démission depuis maintenant 10 jours. Et à suivre également dans cette édition, cet ancien employé de la CIA qui est à l'origine des fuites sur la surveillance étroite des communications par le renseignement américain, Edward Snowden, est aujourd'hui réfugié à Hong Kong. Au lendemain de la manifestation meurtrière devant l'ambassade d'Iran à Beyrouth, Michel Sleiman a appelé les autorités concernées, notamment les services de sécurité, à faire toute la lumière sur la mort d'un jeune Libanais. Hachem Salman, responsable des jeunes au sein de l'Option libanaise, un parti chiite indépendant, a été tué par balle lors d'accrochages entre partisans et adversaires du Hezbollah. Le chef de l'État a aussi appelé les citoyens implantés dans cette région de Beyrouth, à commencer par le Hezbollah, ainsi que l'ambassade iranienne, à collaborer pour connaître les raisons de cet incident et éviter qu'il ne se reproduise. Il a d'ailleurs reçu l'ambassadeur d'Iran au Liban, Gandafar Rokn Abadi. Walid Jumblat, pour sa part, accuse les gardiens de la révolution iraniens ou des partis libanais alliés d'être responsables de l'assassinat de Hachem Salman devant l'ambassade d'Iran. Selon le leader druze, l'agression dont ont été victimes les manifestants est barbare et relève d'un autre temps, estimant qu'il est inadmissible de porter atteinte à la liberté de rassemblement et de pensée. Le chef du Parti socialiste progressiste a appelé à poursuivre l'enquête sur l'assassinat de Salman et à punir les coupables. Plusieurs hommes armés ont été blessés dans l'explosion de 2 véhicules. Un van et une BMW aux vitres teintées ont été la cible d'une explosion survenue en milieu de matinée sur la route très fréquentée de Tanaïl qui traverse la plaine orientale de la Beka dans l'est du Liban. Les véhicules ont poursuivi leur route vers le point de passage de Masna entre le Liban et la Syrie. Le Conseil constitutionnel aurait décidé d'invalider la prorogation du mandat du Parlement libanais jusqu'en novembre 2014. C'est du moins ce que rapporte le quotidien As-Safir, selon lequel la décision du Conseil constitutionnel est déjà prête. Le Conseil devrait aussi souligner la nécessité d'organiser les élections législatives dans les 6 prochains mois. Le président Sleiman et le courant patriotique libre de Michel Aoun ont présenté la semaine dernière des recours en invalidation de la loi sur la prorogation du mandat du Parlement, votée fin mai. Le procureur général près la Cour de cassation, Hatem Mahdi, part à la retraite ce lundi. Le gouvernement démissionnaire de Najib Miati n'est pas constitutionnellement en mesure de proroger le mandat du juge Mahdi ou de lui nommer un remplaçant. C'est donc le juge Samir Hamoud qui assumera ses fonctions par intérim jusqu'à la nomination de son successeur. Les 3 arbitres de football libanais impliqués dans un scandale de matchs truqués ont été condamnés par la justice à Singapour. Ils ont reconnu avoir accepté les faveurs sexuelles de prostituées pour arranger le résultat d'une rencontre. Les 2 arbitres assistants ont été condamnés à 3 mois de prison. Ils pourront être libérés au plus tard demain après une remise de peine pour bonne conduite et compte tenu du temps déjà passé en détention en attendant leur jugement. Ils sont emprisonnés depuis le 4 avril dernier. L'arbitre principal va pour sa part devoir attendre juste pour connaître sa peine. L'armée syrienne s'apprête à lancer une offensive sur Alep après avoir reconquis Qousseir avec l'appui du Hezbollah. 4 jours après la conquête de la ville rebelle, l'armée syrienne se prépare à tenter de reprendre le contrôle d'Alep, la 2e ville du pays. L'appui du Hezbollah a été déterminant dans la bataille de Qousseir, remportée par le régime à l'issue de 2 semaines de bombardements et de combats. Selon un responsable de la Croix-Rouge libanaise, au moins 87 Syriens blessés à Qousseir ont été hospitalisés au Liban depuis vendredi après-midi. Des dizaines de rebelles blessés et de civils sont aussi arrivés à Al-Sail, une localité à l'est du Liban, et Al-Qasr dans le nord-est. Les États-Unis pourraient décider dès cette semaine de l'opportunité de fournir des armes aux rebelles syriens. C'est ce qu'a indiqué un responsable américain qui a souhaité garder l'anonymat. Selon lui, une décision sera prise lors d'une série de réunions à la Maison-Blanche en début de semaine.
Et puis toujours en ce qui concerne la Syrie, Bachar el-Assad pourrait finalement l'emporter dans la guerre qui l'oppose depuis plus de 2 ans à ses adversaires. C'est du moins ce qu'estime le ministre israélien des Affaires internationales, de la stratégie et du renseignement. Selon Yuval Steinitz, le président syrien pourrait prendre l'avantage avec le soutien de l'Iran et du Hezbollah. Le ministre ne fait pas partie du cabinet de sécurité restreint et n'a donc pas accès au briefing des services de renseignement. Le porte-parole de Benjamin Netanyahou a d'ailleurs souligné que Steinitz s'exprime à titre personnel et que le gouvernement israélien ne prend pas position sur l'avenir de Bachar el-Assad. Dans le reste de l'actualité régionale de ce lundi, début de semaine sanglant en Irak, plusieurs attentats simultanés ont fait au moins 20 morts dans une ville du nord de Bagdad. 2 voitures piégées, puis un kamikaze ont explosé sur un marché. Aucun groupe n'a revendiqué l'attaque, qui a également fait une 50aine de blessés. La fréquence et l'intensité des violences en Irak font craindre un retour au conflit confessionnel de 2007 et 2007. Le mois dernier, plus de 1000 personnes ont péri dans des attentats selon les Nations Unies. Ce regain de violence coïncide avec une grave paralysie politique. Le chef d'Al-Qaïda invalide l'État islamique en Irak et au Levant, proclamé en avril par le chef de la branche irakienne du réseau, Abou Bakr el-Baghdadi. Dans une lettre publiée par la chaîne Al Jazeera sur son site internet, Ayman Zawahiri écrit que le groupe a commis une erreur en créant le nouvel État sans consulter Al-Qaïda. Il s'agit d'une fusion entre l'État islamique d'Irak et le Front al-Nusra, un groupe radical actif en Syrie. L'authenticité de cette lettre ne peut pas être vérifiée. Le Front al-Nusra, créé en janvier 2012, a été placé sur la liste américaine des organisations terroristes étrangères en décembre dernier. Début d'importantes manœuvres militaires en Jordanie. Plus de 8000 soldats et observateurs de 19 pays différents participent à l'exercice Eager Line qui doit durer jusqu'au 20 juin. Parmi eux, 4500 soldats américains et 3000 Jordaniens participent à l'exercice aérien, maritime et terrestre. Le chef des opérations des forces armées jordaniennes a assuré qu'ils n'ont aucun lien avec le conflit en Syrie. Les États-Unis ont indiqué que des avions de combat F-16 et des missiles Patriot vont être déployés. Des missiles similaires ont été installés en Turquie en février dernier près de la frontière syrienne. Certains de ces équipements pourraient rester en Jordanie à l'issue de l'exercice. Si c'est le cas, il s'agira d'une décision politique qui ne relève pas du commandement militaire. Au retour de la pause, direction l'Afghanistan où les talibans lancent un nouvel assaut sur l'aéroport de Kaboul. Retour sur le plateau de l'info de Futur TV, 11e jour de mobilisation contre le gouvernement en Turquie, mais les manifestants ne faiblissent pas. Ce matin, ils se sont fait expulser du parc Kougoulou à Ankara. Dans la nuit, les forces de l'ordre de la capitale ont délogé des groupes réunis devant l'ambassade américaine à coups de gaz lacrymogène et de canons à eau. Ils protestent contre les dérives autoritaires du gouvernement et réclament la démission du Premier ministre. Et la fermeté de Recep Tayyip Erdogan n'apaise pas les tensions. Il a occupé la scène médiatique hier en tenant pas moins de 6 meetings devant ses partisans, les appelant à manifester le week-end prochain. Son parti, l'AKP, a d'ores et déjà prévu 2 réunions de masse samedi à Ankara et le lendemain à Istanbul, officiellement pour lancer sa campagne pour les élections municipales de 2014. Des contre-manifestations qui font craindre une fracture plus profonde encore de la société civile turque. En 10 ans de pouvoir de l'AKP, ce mouvement, à l'ampleur inédite, a fait 3 morts et près de 5000 blessés. Le procès de Hosni Moubarak a été ajourné au 6 juillet à l'issue d'une audience consacrée au passage en revue des preuves. L'ancien président égyptien comparé pour corruption et complicité dans le meurtre de manifestants lors de la révolution du Nil. La révolte qui a renversé l'ancien Raïs début 2011 a fait près de 850 morts. La cour criminelle du Caire a par ailleurs ordonné la libération de Gamal et Ala Moubarak, jugés avec leur père pour corruption. Leur détention préventive a dépassé la durée maximale de 2 ans, mais cette décision a peu de chances d'être appliquée, car d'autres accusations pèsent sur les 2 hommes. Un des 8 candidats à l'élection présidentielle de vendredi en Iran s'est retiré de la course. Il s'agit de l'ancien président conservateur du Parlement, Gholam Ali Haddad Adel. En se retirant, il a demandé aux Iraniens de suivre scrupuleusement les critères du guide suprême de la révolution, l'ayatollah Ali Khamenei, au moment de choisir entre les candidats. 7 candidats restent donc en jeu pour la succession de Mahmoud Ahmadinejad, qui ne peut briguer un 3e mandat.
La précédente élection présidentielle en juin 2009 a provoqué un vaste mouvement de contestation contre la victoire d'Ahmadinejad, jugée frauduleuse. C'est un homme de 29 ans qui est à l'origine des fuites sur le programme secret américain de surveillance électronique. Edward Snowden est un ancien employé de la CIA qui travaille depuis 4 ans chez des sous-traitants de l'Agence de sécurité nationale. Il y a 3 semaines, il s'est réfugié à Hong Kong où il a accordé une interview au journal britannique The Guardian. Il dit qu'avec le temps, il a pris conscience des abus de ce programme de surveillance baptisé PRISM et qui consistait à collecter des renseignements chez des fournisseurs de services de communications électroniques. Conscient des risques qu'il encourt, Snowden a déclaré être prêt à tout sacrifier pour ne plus vivre dans un monde où tout ce qu'il dit est fait et enregistré. Le département américain de la justice a ouvert une enquête criminelle sur ces fuites. Pas de changement dans l'état de santé de Nelson Mandela. L'ancien président sud-africain est toujours dans un état grave et reçoit des soins intensifs. Il a été admis samedi matin dans un hôpital de Pretoria pour être soigné pour une infection pulmonaire récidivante. Mandela avait contracté une tuberculose durant ses 18 années de détention à Robben Island, où il cassait des pierres dans une poussière qui a durablement endommagé ses poumons. Des voix commencent à s'élever pour laisser partir dignement le héros national qui doit fêter ses 95 ans le 18 juillet prochain. Direction l'Afghanistan où un assaut lancé contre l'aéroport international de Kaboul a fait 7 morts chez les insurgés. L'attaque, lancée juste après la première prière du matin, a duré 4 heures. Aucun civil ni soldat afghan n'a été tué. 2 kamikazes se sont fait exploser dans cette zone militaire qui abrite une importante base de l'OTAN. Plusieurs hommes armés ont ensuite pris le contrôle de 2 bâtiments avant d'être abattus. L'assaut a été revendiqué par les talibans, un défi pour l'armée afghane et ses quelques 350 000 hommes. La coalition internationale doit en effet se retirer l'année prochaine, après 12 années passées en Afghanistan. En bref, dans le reste de l'actualité de ce lundi, les 2 Corées se tendent la main. Leurs représentants l'ont décidé ces dernières heures dans le village frontalier de Panmunjom, célèbre pour avoir vu la signature de l'armistice qui a mis fin à la guerre de Corée en 1953. Les 2 voisines tiendront mercredi et jeudi à Séoul une réunion au niveau des gouvernements. Ce sera la première depuis 2007. Une bonne nouvelle pour la Corée du Sud qui prépare cette rencontre après des mois de menaces belliqueuses de la part de Pyongyang. Vladimir Poutine est le président idéal pour 41% des Russes, c'est ce que révèle un sondage de l'institut indépendant Levada. Ce centre fait partie des organisations menacées par une nouvelle loi qui qualifie d'agent de l'étranger toute ONG qui a une activité politique et bénéficie de financements étrangers. Âgé de 60 ans, Vladimir Poutine est au pouvoir depuis la fin 1999. Il est revenu au Kremlin il y a 1 an pour un 3e mandat présidentiel, après un intermède au poste de Premier ministre pour des raisons constitutionnelles. Et puis, plus de 20 000 personnes ont été évacuées pour fuir les inondations qui frappent à présent l'est de l'Allemagne. La ville de Magdebourg et ses environs sont les plus touchées. Pompiers, militaires et volontaires luttent par milliers contre la montée inexorable des eaux de l'Elbe, dont le niveau a frôlé les 7,5 mètres contre 2 mètres en temps normal. La situation est également très surveillée sur le Danube qui a atteint hier un niveau record de près de 9 mètres à Budapest en Hongrie. Ces inondations ont fait 18 morts en Europe centrale. En France, le PDG d'Orange, Stéphane Richard, a été placé en garde à vue ce lundi dans l'affaire Tapie. L'ex-directeur de cabinet de Christine Lagarde doit s'expliquer sur son choix en faveur de l'arbitrage dont a bénéficié Bernard Tapie dans son conflit avec le Crédit Lyonnais. Richard devrait être entendu en détail sur le rôle de Bercy et de l'Élysée. Christine Lagarde, elle, a été placée le 24 mai dernier sous statut de témoin assisté dans ce dossier. Elle a déclaré à plusieurs reprises qu'elle assumait le choix de cette procédure d'arbitrage privé qui a permis à l'homme d'affaires d'obtenir 403 millions d'euros d'indemnité en juillet 2008. C'est la fin de ce journal. Tout de suite, le rappel des titres qui ont marqué l'actualité de cette journée. Michel Sleiman demande la coopération du Hezbollah et de l'ambassade d'Iran au lendemain de la manifestation qui a coûté la vie à Hachem Salman. Plusieurs hommes armés blessés dans une explosion visant leur véhicule sur la route de Darnaël qui traverse la plaine de la Beka. En Turquie, l'épreuve de force continue entre le Premier ministre et les manifestants qui réclament sa démission depuis maintenant 10 jours. Et puis, c'est un ancien employé de la CIA qui est à l'origine des fuites sur la surveillance étroite des communications par le renseignement américain.
Edward Snowden est aujourd'hui réfugié à Hong Kong. Merci de votre attention. Retrouvez-nous tous les jours à 16h40 heure de Beyrouth. Vous pouvez également nous suivre en ligne et en direct au www.futurtvnetwork.com ou en téléchargeant notre nouvelle application mobile Futur TV Lebanon. Excellente suite de programme sur notre antenne et bonne soirée.